Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin ? En ce jour de muguet sans muguet, je vous parle du divorce Canal+ faute français, du gouvernement qui se prend les pieds dans le tapis avec les fake news, d'un doc sur la lutte contre les préjugés et de Facebook qui veut se muer en salle de concert. Mais on commence comme chaque jour désormais avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? Les jours se ressemblent et cela ne doit pas déplaire à TF1. Les visiteurs ont fait un gros carton hier soir. Pas loin de 7 900 000 téléspectateurs étaient devant la rediffusion des aventures de Godefroy de Montmirail et de son fidèle escuyer Jacouille. Il n'y a donc pas eu match avec un autre film culte des années 90, Waterworld 2, et avec Kevin Costner. Je vous en parle, je sais pas pourquoi, comme ça pour le plaisir. Ouais. Lui est sous la barre des 700 000 téléspectateurs. Et par pudeur, vous dites même pas la chaîne. Ah, c'est TMC. Voilà. Quelle élégance, ce Cyril Lacarrière. Remarquez, c'est le même groupe, donc ça va, ça s'additionne. Derrière, il y a qui ? C'est M6 qui est en deuxième. Et oui, la série Why Women Kill fonctionne toujours très bien. Elle est à près de 3,5 millions de téléspectateurs. Enfin, très bon score pour Laissez-vous guider sur France 2. Le magazine de Stéphane Bern a même battu son record. 3 millions de Français ont suivi la suite de cette visite du Paris imaginée par le baron Haussmann. Le premier rendez-vous avait été diffusé il y a 1 an et avait rassemblé 2,5 millions de téléspectateurs. On lui a porté chance à Stéphane Bern et je vous avais dit c'était vraiment excellent. Culture Média. Cyril, on commence maintenant ce journal des médias avec la fin d'une histoire, celle qui liait Canal et le football français. Une fin en eau de boudin. Après 36 ans de coopération, Canal+ a décidé de résilier son contrat avec la Ligue de football. La raison est simple, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ne reprendront pas cette saison. Il n'y aura donc plus de matchs à diffuser. Et qui dit résiliation dit également plus aucun versement pour le foot français qui avait déjà fait une croix sur une partie des droits pour cause de crise sanitaire. On en a parlé dans ce journal. Canal et beIN Sport avaient décidé de stopper leur versement à la Ligue professionnelle. Et si un arrangement a été trouvé pour une toute petite partie des montants initiaux, les clubs espéraient une reprise des championnats pour toucher le reste. C'est donc niet. Les deux chaînes auraient dû leur verser encore 243 millions d'euros au titre de la saison 2019-2020. Mais quand même, que les abonnés se rassurent, je dramatisais un peu en lançant ce sujet. Canal sera bien sûr au rendez-vous de la prochaine saison. Si la chaîne n'avait emporté aucun lot lors de l'appel d'offres, Canal a depuis racheté ceux de beIN Sport pour 330 millions d'euros. Elle diffusera 2 rencontres par journée de championnat. Le reste, on le sait, sera la propriété de Mediapro, le nouveau venu dans le paysage audiovisuel français. Et comme l'avait dit Maxime Saada, le patron de Canal+ à ce micro, Canal+ n'a pas vocation à devenir le banquier du foot français. Quand le gouvernement se prend les pieds dans le tapis dans sa lutte contre la désinformation sur le coronavirus. Voilà précisément ce qu'on appelle une fausse bonne idée. Répertorier les articles pour permettre aux Français de s'informer sur le coronavirus et lui éviter de se faire manipuler par une fake news. Sur le principe, a priori, très bien. Sauf que quand c'est le gouvernement qui décide de faire ce tri pour le mettre en ligne sur son site, forcément, ça peut créer un malaise. Et c'est donc ce qui s'est passé hier lorsque Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, a tweeté la mise en ligne d'un nouvel espace sur gouvernement.fr permettant de lister des sources d'informations fiables et vérifiées. On y trouve des articles de Libé, du Monde, de 20 minutes, de France Info et de l'AFP, des éditeurs dont le travail de vérification de l'information est désormais reconnu. Ce sont par exemple aussi des partenaires, notamment de Facebook. Mais voilà, je vous le disais, cette initiative s'est rapidement retournée contre le gouvernement et l'impitoyable monde de Twitter s'est enflammé. On reproche au pouvoir politique de vouloir trier les informations et donc de mettre en avant ce qui pourrait l'arranger. Dans l'Express, le cabinet de Sibeth Ndiaye se défend concernant ces attaques qu'il n'avait quand même visiblement pas vu venir. L'équipe de la porte-parole assure qu'il s'agit simplement d'une page pour trouver des liens d'articles de presse. Je les cite, ça ne va pas plus loin. Alors, volonté de manipulation ou mauvais procès, chacun se fera son idée. Cyril, c'est l'anniversaire de Public Sénat qui fête ses 20 ans et vous avez un documentaire à nous signaler demain soir. Et il ne concerne pas le coronavirus. On est même loin du sujet de la crise sanitaire qui nous enferme chez nous. Cette fois, au contraire, il s'agit d'aller à la rencontre de l'autre. C'était le monde d'avant.
À notre tour, c'est le titre du documentaire que nous propose Public Sénat demain soir. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes juifs et musulmans qui ont décidé de parcourir la France pour tenter de déconstruire les clichés au sujet de leurs religions respectives et montrer que juifs et musulmans peuvent vivre ensemble. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce film, c'est qu'on entend des jeunes exprimer ouvertement toutes les idées reçues qu'ils ont à propos des uns et des autres. Et les choses sont dites parfois assez violemment d'ailleurs. Et je vous propose d'écouter un extrait du film réalisé par Anna Assouline. Nous sommes à Sarcelles. Une jeune femme explique son point de vue avant qu'une membre de l'association lui réponde. On compare souvent les 12 souffrances parce qu'en fait, les Noirs, ils ont énormément souffert pendant plusieurs siècles, etc. Et là, je sais pas, par exemple, pour les Noirs, c'est toujours aussi compliqué. Pour rechercher du travail, il y a plein de discriminations, il y a du racisme, etc. Et les Noirs, on va pas se mentir, ils sont beaucoup moins protégés que les Juifs, par exemple. C'est réel. Alors que les Juifs, ils ont souffert aussi, ils continuent à souffrir, mais ils sont plus protégés. Par exemple, comme tout à l'heure, on parlait de synagogue, il y a des soldats devant, etc. Alors que les Noirs, je sais pas, ils sont vulnérables. Moi, je vais te dire un truc. Moi, j'ai un petit frère qui a 11 ans. Pendant quelques années, il était à l'école juive. Et quand du jour au lendemain, un lundi matin, on est arrivé, il y avait des soldats avec des kalachnikovs qui se tenaient comme ça, qui fouillaient notre sac, qui nous demandaient de vite déguerpir une fois qu'on avait déposé l'enfant. Ça fait bizarre. Et moi, je me suis pas dit, putain, j'ai de la chance, je suis protégée. Voilà exactement ce genre de dialogue qu'on retrouve tout au long des 50 minutes du film et c'est sans doute ce qui en fait tout l'intérêt. Nous avons joint la réalisatrice Anna Assouline pour qu'elle nous dise comment elle avait vécu ces rencontres lors du tournage, des rencontres où on sent à quel point les préjugés sont bien ancrés. Ce qui m'a frappé, c'est aussi une forme d'honnêteté à être capable alors que il y a une caméra, donc ils étaient au courant de ma présence, du fait que ça pouvait être relayé, mais il y avait cette vraie démarche sincère de se dire puisqu'on est là pour travailler nos propres préjugés, puisqu'on est là pour essayer d'avancer, pour essayer de comprendre d'où viennent les choses, on ne va pas tricher, on ne va pas faire semblant de cacher les choses et on va se dire concrètement ce qu'on entend, etc. Et c'est vrai que ça peut faire peur et en même temps, il y a quand même une honnêteté qui est assez déroutante. Après, il y avait aussi des propos virulents et on sentait qu'il y avait même une certaine agressivité dans la façon de les dire. Donc là, c'était encore autre chose. Mais sinon, c'était quand même toujours dans le cadre d'un dialogue et d'une réflexion commune. Anna Assouline, la réalisatrice du doc À notre tour, diffusé demain soir à 21h sur Public Sénat, canal 13 de la TNT, et je vous le recommande. Et vous voulez finir ce journal, Cyril, avec Facebook qui se lance dans l'organisation de concerts. Alors voilà, vous êtes chez vous, vous vous débrouillez à la guitare ou au triangle, vous sentez qu'il y a moyen d'en faire un petit business, de faire de la moula, comme disent les jeunes, j'ai appris cette expression il n'y a pas longtemps. Eh bien, grâce à Facebook, vous allez maintenant pouvoir demander aux gens de payer pour vous regarder jouer de la musique. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde, Cyril ? Bon, en fait, non, pas vraiment. C'est désolé pour les musiciens en herbe. En fait, Facebook s'adresse surtout aux artistes qui ont déjà une communauté ou même carrément des fans transis. Mais l'idée est bien celle que je vous décrivais, permettre aux artistes d'être rémunérés pour une performance en direct. Avec la période de confinement, on a vu de nombreux artistes produire sur toutes les plateformes et bien sûr toujours gratuitement. Mais visiblement, Facebook s'est dit qu'il y avait peut-être un marché à creuser de ce côté-là. C'est une manière de soutenir les créateurs et les jeunes entreprises, estime Facebook, qui n'en dit pas plus pour le moment et ne dit pas, par exemple, s'il compte prendre une petite commission sur le prix du billet virtuel. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias et j'espère de la moula.